Ah bah alors, c'est presque une tradition ici chez Yanis Aposta, la chaîne qui prétend exister tous les 3 mois, c'est de La chaîne de commencer, fumistes. la chaîne de fumistes. Là, je pense que je devrais me renommer, je suis la première chaîne apostate fonctionnaire. On est toujours fermé. Vous arrivez à tu viens à 14h, c'est fermé, 18h, c'est fermé. On ouvre une fois tous les 3 mois. Et donc, c'est une habitude ici, c'est de commencer avec des fous rires en background. Donc, on espère toujours qu'on est avec monsieur Patrick Sébastien, qui est mon fan numéro 1 que je salue au passage. Hein. Cher Bébert, qui est toujours très drôle, mais vous allez le voir, il est assez énervé. Vous allez comprendre pourquoi il est énervé. Collectif Exmuse, qui est tout l'inverse du fonctionnaire qui est le chinois qui travaille tout le temps avec Bébert. Et Rasoul, c'est le caméléon, c'est le Batman du game. J'en dirai pas plus. Voilà. Donc aujourd'hui, l'objectif, il s'est passé quelque chose d'incroyable. C'est que sur Internet, eh bien, le roi de la zététique, le boss incarné, l'avatar incarné de la zététique, Acermandax, du doute, de la remise en question des croyances, a débattu contre un autre boss, cette fois-ci côté islamique, Timéra, qui est doctorant en islam, qui a, me semble-t-il, un master à l'université de Médine. En tout cas, il est bardé de diplômes. Il a été à l'USH, qui est une école musulmane en France, dont les diplômes sont reconnus. Hein. La licence, le master, on pouvait même avoir des bourses là-haut. Donc, il est issu de cette nouvelle vague d'imams intelligents, d'imams qui savent parler. Il sait s'exprimer, il a une éloquence, vous allez le voir. Et donc, c'est un débat au sommet qui nous a excités, qui nous a tenus en haleine et dans lequel on va se faire le plaisir de réagir avec vous. Ah. C'est bon pour vous, les amis? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Moi, je crois que Timéra est ingénieur aussi, mais Non, c'est bon. c'est accessoire. Il a fait. Ah, si Rasoul m'avait dit qu'il a fait de l'épistémologie. Il l'a dit aussi dans le débat. Il a fait des études de philo, je crois. Alors, oui, il a fait des études de philo. Donc la philosophie et donc voilà pour moi, hein, je précise, l'art de ne rien dire, et, voilà, c'est un peu sa spécialité, et donc vous allez voir qu'il s'est bien débrouillé, et on le félicite, on lui passe le bonjour, et on espère croiser le fer encore avec lui, et débattre une autre fois, parce que vous savez que votre fidèle d'Estrie a déjà débattu avec lui, et Inch'Allah, je le posterai ce week-end. Allez, c'est parti, on lance la vidéo, et vous me stoppez quand vous me demandez d'avancer, et puis c'est parti. Bonjour Carlos Acuti, bonjour Wutan. Allez, let's go. Vous avez du son, vous? Non. Souci. Attendez. Attends, je vais relancer là. C'est bizarre qu'il n'y ait pas de son. Faut aller sur la chaîne. Attends, je vais aller sur la chaîne de Timéra directement. Oui, c'est bizarre qu'il y ait. On va faire ça. Bah, qu'est-ce qui se passe? C'est quand tu as fait partager, t'as pas. Il y a une raison commune à. Si. Et leurs éloquents. Ah non, en fait, il y avait du son, mais il fallait juste avancer, en fait. Ah oui. C'est le serveur qui était responsable, qui ne savait pas trop bien gérer, c'est ça, non? Ouais, vous allez. Ouais, c'est le. Pas étonnant. Acermandax, ainsi que 40 minutes sur l'intervention de chaque intervenant. Connu pour ses réflexions profondes, politiques, il fait la. Est-ce que tu peux présenter succinctement nos débatteurs? Pas de souci, Walter. D'une part, nous avons Acermandax, docteur en biologie, écrivain et vulgarisateur scientifique, principalement connu pour sa chaîne YouTube La Tronche en biais. Très célèbre dans le milieu de la zététique, il fait la promotion de l'esprit critique et est bien connu pour sa critique des religions et des dogmes en tout genre. Yannis, avant. Nous avons Ousmane. Non, mais en fait, je voulais quand même mettre cette petite intro, parce que vous allez voir Pic. Alors, je sais pas trop pourquoi, j'ai rien contre nos amis canadiens, hein. En particulier Brian, qui doit me regarder avec un air un peu énervé. Mais vous allez voir que le modérateur Pic, là, avec le gros accent canadien, il y a plein de moments où il va parler, où Ousmane
rien comprendre à ce qu'il raconte. Il n'était pas seul, moi non plus, j'ai rien compris, j'avoue. Hein. Et ouais, Moi apparemment, aussi, j'ai rien compris. Ah, vous comprenez pas? Ah, ok. Ouais. Ouais, on Anne comprend pas Timera, quand c'est pas. docteur en philosophie, mais revêtant également de nombreuses casquettes d'écrivain, penseur et Il y a je conférencier. me des suis mots dit, que je comprends. c'est un peu une erreur de casting, tu vois, de prendre un présentateur comme ça avec un gros accent Bah, canadien. il aurait fallu mettre un autre Canadien, sinon. Ouais. Un Canadien qui articule, hein, tout simplement. Je vois. Conférencier. Il est particulièrement connu pour ses réflexions profondes sur la spiritualité et son approche humaine. Je passe désormais la parole à Walter afin qu'il nous mentionne le fonctionnement du vote par le public. Eh bien, le vote, c'est très simple. Le débat Ah, déjà, j'aimerais juste faire un petit commentaire. C'est que on a quand même, rien qu'à l'image, on a quand même l'image de Ousmane, il a quand même, pour moi, il est habillé en être de lumière. C'est-à-dire, il y a la petite plante. Vous savez, hein, ceux qui ont vu le sketch des Inconnus avec les Raéliens, ça me fait un peu penser à ça. Tu vois. Franchement, l'image qu'il dégage, elle dégage à l'image d'un religieux. Et à Serment d'Axe, voilà, Darwin derrière, le tas de livres et tout. C'est vrai en plus. c'est- En haut, il y a la petite l'image étoile chez de- Timera. Il y a la Voilà. petite étoile en haut, si on zoome. Il y a la chemise blanche, et l'aura, donc voilà, lumineuse divine, et la plante qui signifie la vie, tout simplement. Exactement. Ouais, c'est fou à quel point l'image qu'il représente, elle est cohérente avec celle qu'ils veulent donner. comptant la session de questions-réponses du public de la fin va durer environ 2h30. Donc, comme toujours, le public aura la possibilité de... Bon, on va avancer un peu. La seconde partie débutera par une transition afin d'introduire le second sujet qui, pour rappel, En gros, la partie 1, ça sera est-ce que Dieu existe? La partie 2, c'est est-ce que le Coran est vrai? Voilà, je vous passe les détails. Et ils vont expliquer que le temps est calculé pour faire en sorte que les gens parlent autant l'un que l'autre. Nous osons approcher. Et c'est cela même qu'est la belle aventure de la science, de la philosophie et de la spiritualité. Être toujours en quête d'un idéal qui n'est jamais accessible et qui permet justement de progresser, d'avancer, de se corriger. Et c'est vraiment, j'espère en tous les cas, du fond du cœur, en toute humilité, que... alors attendez, on me dérange un peu. Très bien. C'est vraiment en toute humilité, en tout cas on va essayer d'être humble, hein, que l'on va essayer de débattre sur une question fondamentale qui est: est-ce que l'univers a-t-il besoin d'un créateur? Ouais, je vous passe son intro parce qu'en gros il ne dit rien, quoi. Il dit voilà, Serment d'Axe, tu es mon frère en humanité. Ça, il commence chaque débat en disant ça. Et voilà, il dit on est des chercheurs de vérité. C'est vraiment une intro qui n'a pas d'intérêt encore dans le débat. À Serment d'Axe, par contre, voilà, il rentre un peu plus dans l'art. Il fait une introduction que, pour le coup, j'avais beaucoup appréciée. Grande majorité des croyants ou pas, et là je suis incapable de juger, mais on pourra en parler, ce sera secondaire. Moi, je vais prendre tout mon temps pour l'intro, parce que j'ai plein de trucs à vous dire. D'abord, sur la posture, moi, je vais tenter d'incarner une posture de scepticisme scientifique qui consiste à refuser de croire des propositions quand elles ne sont pas raisonnables. Donc, soit qu'elles soient absurdes, incompréhensibles, épistémiquement coûteuses, ou simplement impossibles à prouver, voire déjà réfutées, parce que ça peut arriver. Dans une conversation comme celle-ci, voici l'objectif que je me fixe, et l'aune duquel je voudrais qu'on me juge, s'il vous plaît. 1. Expliciter la manière dont le doute méthodique et le questionnement nous préservent en partie des croyances fausses, et 2. Tenter de comprendre les raisons pour lesquelles mon interlocuteur pense ce qu'il pense, parce que je gagne au débat si à la fin je comprends mieux pourquoi nous pensons ce que nous pensons. Donc je précise immédiatement, au cas où ce serait nécessaire, que je ne vais pas, ce soir en direct, prouver l'inexistence de Dieu. Bande de petits canailloux. Ce serait un défi aussi idiot que de demander à M. Timera de me démontrer que ma grand-mère n'élève pas des dragons invisibles dans son garage en cachette. Pour prouver l'inexistence d'une chose, alors c'est parfois possible, mais en tout cas, il faut disposer d'une définition claire et nette de cette chose qui permette d'établir des tests d'hypothèses. Si les dragons de ma grand-mère, par exemple, sont clairement définis comme des créatures très mal polies qui étalent toujours leurs excréments sur les murs en faisant des taches indélébiles, pardon pour l'exemple, mais alors la présence de ces taches serait un bon argument pour leur existence.
Et l'absence serait un bon argument pour l'inverse. Mais dans un cas comme dans l'autre, on n'aurait pas de preuve définitive. Et pour encore au dragon, il faudrait un peu plus que ça, je crois, surtout s'ils sont invisibles. Là, franchement, ça m'avait fait beaucoup rire cette histoire de dragon qui fait caca sur les murs. Et donc la présence du caca sur les murs n'est pas une preuve de l'existence du dragon, mais c'est déjà un signe de plus, quoi. Et son absence d'existence serait une preuve de sa non-existence, par contre. Et Bébert, je sais que tu avais une petite blague là-dessus pour je crois c'était quoi la blague que tu avais fait pour le caca du dragon là sur les murs là Ça m'avait fait bien rire. J'avais dit, oh, il doit y avoir, vu la trace, il doit y avoir un dragon dans mon slip. Voilà. Hein. Ça m'avait fait... Ah, c'était rigolo. Alors, juste pour ceux qui arrivent en cours de route, hein, pour les 8600 téléspectateurs, vous pourrez monter vers la fin du live, hein, comme d'habitude, pour réagir et donner votre propre avis. On vous mettra le lien. Vous en pensez? Oui. Je voulais dire, il y a un truc que Acermandax dit et que tous les zététiciens disent. Et ils le disent, je pense, parce que, en tout cas, un grand nombre d'entre eux sont incapables, bien sûr, d'élaborer différentes idées compliquées. Mais quand ils disent que il a utilisé le rasoir d'Occam, pour ceux qui ne savent pas, en parlant d'épistémologie coûteuse, une théorie, le concept de théorie, pour que ça existe, elle est forcément coûteuse. La théorie de la relativité, vous pensez bien que pour arriver au concept de cette théorie, on a dû en 1919 élaborer des expériences sur la lumière, on a ensuite dû, je refais pas toute l'histoire de la physique, ça servira à rien, mais il y a eu toute une expérience coûteuse qui a été faite sur prédire les résultats de la lumière pour ensuite prédire comment on pouvait calculer, etc. Et comment on est arrivé à la relativité d'Einstein. Donc, cette idée de dire la réponse la plus simple me paraît la plus convaincante, c'est une réponse qu'on pourrait attendre d'un enfant de 5 ans. Dans ce cas-là, la Terre est plate. Eh oui. La Terre est plate, alors c'est moins coûteux. Tu regardes devant toi, c'est plat. Voir la projection d'une éclipse de lune en disant ah ça doit être peut-être que le soleil, il y a un soleil mais c'est le soleil, il est derrière dans l'univers et c'est la Terre, la forme de la Terre qui se projette et pas autre chose, peu importe. Là le rasoir d'Occam il dit arrête ta connerie, la Terre elle est plate. C'est vraiment Rasoul, c'est la première fois que j'entends une critique du rasoir d'Occam et je la trouve vraiment pertinente parce qu'effectivement pour faire de la recherche et développer ses connaissances, il faut expérimenter et pour aller au-delà de ce qu'on sait, il faut forcément souvent tenter des choses compliquées, quoi. On l'a vu avec j'avais un prof de philo qui nous parlait même, bon, il était un peu perché, mais il nous parlait même, il disait qu'il y avait un lien entre une sorte d'acte de foi, parce qu'à un moment donné, il faut que tu crois une sorte d'intuition, mais tu n'as pas encore de preuve dans l'hypothèse. Et mais sans aller jusque-là, sans partir dans un délire psycho, voilà, le fait de dire que faire de l'alpha et l'oméga, le rasoir d'Occam, faire du rasoir d'Occam l'alpha et l'oméga de ta vie, ce n'est pas une bonne idée, parce que il faut au contraire, justement, ça va être la réponse de Timira, avoir l'aventure scientifique et l'effort scientifique, ce que tu nous dis, que tu nous parles d'expériences coûteuses, pour justement élargir nos horizons de connaissances. C'est ça. Il a fallu, par exemple, pour quelque chose que tout le monde peut connaître, j'imagine quand on est en seconde et qu'on n'est pas au dernier de la classe, quand on a suivi ses cours à minima, on sait que pour calculer la force entre deux astres, on regarde la distance au carré, et pour avoir cette imagination nécessaire de se dire que la distance sera au carré, même si ce n'est pas Newton, mais c'est De Châtelet qui l'a prouvé, il a fallu une énorme intuition. Et cette intuition, elle est contraire au rasoir d'Occam. Voilà. Ok, super. Franchement, super. Le rasoir d'Occam n'est donc pas le meilleur rasoir pour les scientifiques. Voilà. Ah, mais alors, c'est là qu'ils sont barbus. C'est donc pour ça que les grands scientifiques sont tous barbus. Il poursuit. Maintenant, je vous invite à vous demander quelle hypothèse pourrait être testée pour Dieu. Et si vous pensez avoir la réponse, alors j'ai une question. Comment il se fait que depuis des siècles, les humains
avant nous qui n'étaient pas des idiots, n'ont jamais été capables de produire une preuve. Alors, en tant que preuve, je prends la définition de Dan Ferber. Une preuve est un énoncé qui, lorsqu'il est compris, emporte l'adhésion. En mathématiques, par exemple, quand vous avez compris la démonstration d'un théorème, alors ce théorème, il est pour vous prouvé. Alors, comment se fait-il, si des preuves de l'existence de Dieu existent, que les religions se soient imposées par la force et pas par la raison? Comment expliquer que dans les pays où l'éducation est la plus poussée, la religiosité soit la plus faible? Comment expliquer que dans tous les pays du monde, les chercheurs les plus éminents soient systématiquement moins croyants que la population générale? Quand on regarde l'état du monde, on s'explique mal que Dieu existe et qu'on ait des preuves. Ça me paraît incohérent. Et donc, pour moi, ça valide la position qui s'appelle ignostique. Et donc, je fais un point de vocabulaire tout de suite qui s'impose pour que vous compreniez ce que je dis. Alors, moi, je n'impose rien. Et si vous... Je fais une petite pause quand même. Alors, je ne sais pas vous, mais je trouve qu'arriver dans un débat, la première partie, je le rappelle, c'est en gros de savoir si l'univers a besoin d'un créateur. Et parmi tous les arguments possibles, ou plutôt l'absence d'arguments, de dire, finalement, les pays religieux, ils sont pas très scientifiques, et inversement. Je vais vous donner mon avis, à risque de vous décevoir, je trouve ça très faible en fait. Je trouve ça parce que pour moi, et j'ai eu une formation scientifique et je précise, j'ai été musulman aussi, et le fait que j'ai été musulman ou j'aurais pu être chrétien ou hindou, ça ne change rien en fait, mais rien en fait. Le fait que je crois en Shiva, en Jésus ou je sais pas quoi, au bout d'un moment, j'apprends mes formules de physique-chimie, ça va rien changer à ma note en fait. Et qu'un pays un jour se mette à avoir un bon ministre de l'éducation nationale et qui mette beaucoup d'argent dans leurs universités, ils se mettent à avoir des bons scientifiques, ça ne fait pas d'eux, leur religion, leur manière de faire, une manière qui devrait prédominer, ou parce que... j'ai été très déçu par cet argument. Je le comprends malgré tout, mais pour moi, il est très superficiel et ça serait le dernier truc que je mentionnerais. Parmi tous les arguments sur la non-existence de Dieu, et je pense que c'est un argument qui convainc pas beaucoup les religieux, de leur dire vous savez, vous voyez bien que vous vivez dans la merde, nous les athées on a des universités quoi. C'est un peu, en plus il y a un petit peu des relents voilà. En fait, ce que vous en pensez. C'est un argument d'autorité qui est fallacieux ici. Oui, voilà, la majorité des scientifiques sont athées, ou la majorité des pays non théocratiques ou non influencés par leurs religieux s'en sortent mieux d'un point de vue de l'innovation technique ou technologique. Mais pour moi, c'est le pendant, c'est le miroir de certains religieux, que ce soit chrétiens, musulmans ou juifs ou autres, qui se disent, nous, justement, on a de très grands scientifiques chez nous, des prix Nobel, etc., qui sont aussi bons parce qu'ils croient en Dieu. Donc, en fait, le problème de l'argument d'autorité, c'est qu'on peut l'utiliser à toutes les sauces. Comme le rasoir d'Occam. Le rasoir d'Occam a été utilisé par les religieux eux-mêmes pour dire que l'hypothèse la plus simple, c'était que Dieu soit derrière la causalité matérielle de tous les phénomènes phénoménologiques, voilà, de toute la phénoménologie matérielle qu'on connaît aujourd'hui. Par exemple, qui est derrière les mouvements astrales? C'est Dieu. Qui est derrière les changements de climat? C'est Dieu. Qui est derrière la vie? C'est Dieu. Ça aussi, on peut utiliser le rasoir d'Occam pour favoriser l'hypothèse Dieu. Pourtant, on a compris que ce n'était pas Dieu qui était responsable de la fécondation, mais bien les gamètes, etc. Donc, par exemple, mais c'est pour ça que l'hypothèse, voilà, que ce soit le rasoir d'Occam, l'hypothèse de la simplicité du choix, ou l'argument d'autorité de la religion de l'innovateur ou du scientifique en question n'a aucun sens ici, n'est pas pertinent. Voilà. Il faut vraiment désacraliser la science. Je vous dis, les gens, parce que souvent, il y en a, ils disent, la science, les scientifiques, ils s'imaginent des gens barbus. Non, c'est des gens c'est des gens comme Bébert, peut-être Bébert est scientifique, je précise, je connais pas, mais qui se grattent les bourses, devant Hanouna en fin de soirée, devant autre chose, ce que vous voulez. Pardon, Bébert, de te prendre à partie, mais il y a pas plus, ça vous change pas plus qu'être cuisinier, être scientifique. Vous savez, c'est juste quelqu'un qui a pris des formules et qui applique une méthode, et c'est tout, ça s'arrête là. Exact. Moi, oui et non. Au même titre que des nazis,
vas-y, tu vas répondre tout de suite, Rasoul, mais juste au même titre que les nazis, ils étaient hyper scientifiques, les nazis. Hein, ils ont des super gros scientifiques. Bah, on va pas utiliser à cette époque-là, ouais, bah, les nazis, ils sont super forts en sciences et tout, bah, faut être nazi, en fait. Non, en fait, non, c'est faible, en fait, comme argument. Vas-y, je t'en prie, Rasoul, pour la réfutation. Moi, je dis qu'il faut faire la différence fondamentale entre l'ingénieur et le scientifique. Et comme ça nous met d'accord. Parce que le scientifique, il est quand même capable de raisonnement un peu plus sophistiqué que la personne. Alors, il n'y a pas de sous-métier. Hein, je dis pas, il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de sous-qualification, même si le niveau HDR existe. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quelqu'un qui a une formation scientifique en mathématiques qui va jusqu'à la fin de son parcours a plus de chances quand même de pouvoir résoudre un problème que quelqu'un qui ne s'est jamais intéressé aux mathématiques. Faut pas se leurrer là-dessus. Par contre, ça donne pas la légitimité de dire d'Acermandax, mais de tous les zététiciens aussi, que parce qu'une grande majorité des scientifiques ne sont pas croyants, que Dieu n'existe pas. Il n'y a pas de lien entre Dieu, cette entité, cette chose, sa capacité à exister, et le fait que des scientifiques qui sont dans des domaines différents, chacun dans leur domaine, n'y croit ou n'y croit pas. Ça n'a pas de lien. Le lien n'existe pas. Voilà. Et Alors là, après, je pense que... voilà. Vas-y, je t'en prie. Vas-y, c'est fini. Et après, on pourrait citer le cas du Japon, qui sont de très bons scientifiques et vous avez des croyants dedans. Alors, pas dans les croyances abrahamiques, dans d'autres formes de croyances, parce que oui, ça existe aussi. Hein, il n'y a pas que... Oui, ils sont polythéistes, là. Voilà. C'est quelque chose qu'il ne faut pas nier. Et il ne faut pas aussi nier que, par exemple, au Maroc, le bac est beaucoup plus fort qu'en France et ça forme des gens qui sont beaucoup plus forts en première année de faculté. En France, ça, c'est quelque chose qui est indéniable aussi. Et par le passé, tous les scientifiques étaient des religieux. Pourquoi? Parce que toute la Terre était religieuse. Voilà. C'est ça. Donné, tous les grands scientifiques, ils étaient religieux. Bah oui. Et justement, c'est à double tranchant parce que justement, il y a des, comme il a dit Régulus, c'est le penchant religieux. Il y a des religieux, ils te disent, regarde un tel, je te cite tel nom, tel nom, tel nom, tel nom. Et puis, c'était tous des religieux, ils croyaient tous en Dieu. Donc, ça veut bien dire que il faut croire en Dieu parce que de grands scientifiques. Non, c'est juste, il faut séparer les deux en fait. Hein. C'était des gens qui étaient, attention, je vais citer un mot, roulement de tambour, contingents à leur époque. Et donc, ils suivaient les vagues sociologiques de leur époque. Et donc, allez, à ce moment-là, ils étaient tous religieux. Donc, ils l'étaient aussi, c'est tout. Allez, on poursuit. Vous voulez comprendre ma parole, il faut accepter le sens que je donne au mot. Donc, voici quelques mots. Le mot théiste. Le théiste répond oui à la question « Pensez-vous que Dieu existe, qu'il s'est révélé à l'homme et entretient avec lui une relation ?» Voilà. Le déiste répond oui à la question « Pensez-vous qu'il existe une entité de volonté qui est à l'origine de l'univers ?» Et c'est tout. Alors, bien sûr, un déiste peut avoir d'autres croyances autour qui le rapprochent plus ou moins du théiste. Le panthéiste répond oui à la question « Pensez-vous que la nature est Dieu, qu'elle a d'une forme de volonté créatrice ?» L'athée répond non. Pensez-vous qu'il existe un ou des dieux? Mais ce n'est pas quelqu'un qui répond forcément oui à croyez-vous qu'il n'existe pas de Dieu? On pourra voir cette nuance plus tard si vous voulez. L'apathéiste répond j'en ai rien à cirer. Ces termes s'appliquent à la dimension ontologique de la question, mais il y a aussi une dimension épistémique qui est liée à la connaissance. Et là, on a aussi un vocabulaire, on a le mot agnostique, où on répond non à puis-je acquérir une connaissance définitive au sujet de Dieu? C'est le sens strict de ce mot depuis qu'il a été inventé par Thomas Huxley. J'ai même une citation de Thomas Huxley qui dit « J'ai inventé le mot agnostique pour qualifier les personnes qui, comme moi, se confessent désespérément ignorantes sur bien des sujets à propos desquels les métaphysiciens et les théologiens, qu'ils soient orthodoxes ou hétérodoxes, professent dogmatiquement leur plus extrême certitude. » Donc la forme militante de l'agnostique, ce serait « J'ai pas de connaissances et vous non plus. Personne n'en a. » Le gnostique, par opposition dans ce vocabulaire-là, il répond oui. On peut avoir des connaissances. Et enfin, l'ignostique, à la question « Dieu existe-t-il ?» dit « Je ne dispose pas d'une définition cohérente de Dieu, et par conséquent, la question n'a pas de sens pour moi. » Et les ignostiques renvoient les croyants de tous bords à faire un travail de définition de ce en quoi ils croient, à être un peu d'accord entre eux, parce que vous verrez que les croyants entre eux ne sont pas d'accord.
Donc ces notions doivent nous permettre de comprendre ma position. Moi, je vais passer à La la meilleure pour partie des laquelle caméras parce que là, Une loi. c'est pas très intéressant. universelle. J'ai pas compris à Dire quoi qu'à un ça moment servait de donné- définir tout ça. Après, peut-être s'en est servi après, je sais pas. C'est vrai, moi non plus, j'ai pas très... C'était une intro, hein, mais c'est vrai que c'était pas. Non, mais t'as raison, Bébert, c'était pas utile en fait. C'était même pas Après, c'est juste une introduction. Ils affichent chacun leur paradigme de leur côté. Thomas étant un sceptique, il est obligé de se positionner d'un point de vue sceptique et de dire voilà ce qu'il y a, voilà ce qu'il y a, voilà ce qu'il y a. Et moi, je suis sceptique. Voilà. Sur C'est ça, c'est pas grave. C'est juste une intro. Continue. Une chose est advenue, alors Yanis, que cette chose n'était Ouais. pas là. mais Ça se trouve- vitesse fois virgule quelque chose. 5 ou 25, un peu plus. Parce que là, à vitesse normale, on va s'ennuyer un peu. Non, mais on va pas regarder tout. Ce que je disais à Cutis, je saute des passages en fait. Tout à l'heure, j'ai mis 1,25, c'était pas très compréhensible. Je préfère sauter des passages plus tôt. Ok, vas-y, je te fais confiance. Ok. Au fin fond de la galaxie,